Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Vous allez découvrir aujourd'hui un nouveau format. Je vais continuer les interviews habituelles avec des personnes qui sont bien avancées dans leur démarche, mais j'avais aussi envie de laisser la parole aux enseignants qui se posent des questions, qui tâtonnent, qui sont beaucoup moins avancés. Et donc pour ce premier nouveau format, j'ai répondu à la question d'Evelyne qui se demande, sa question était: est-ce que je peux pratiquer la méthode Montessori dans ma classe, dans une classe traditionnelle, dans une école traditionnelle? Et est-ce que je peux le faire librement, sans conséquence de mon inspectrice? Donc je vous laisse découvrir mes réponses et notre échange. Je laisse place à ma conversation avec Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, vous m'aviez posé une question par mail et plutôt que de vous répondre, de prendre le temps de vous répondre par mail, je vous ai proposé qu'on fasse ce petit podcast ensemble. C'était un nouveau format que j'avais envie de faire, en fait, de continuer de faire les longues interviews avec les personnes qui sont déjà bien avancées dans la démarche. Mais j'avais aussi envie d'échanger avec des professeurs des écoles qui sont plus en questionnement et donc je suis contente parce que vous êtes la première à m'avoir posé une question. Est-ce que vous voulez bien dire aux auditeurs quelle était cette question? Alors, d'après ce dont je me rappelle, je voulais savoir si justement, étant dans une école primaire, on va dire normale, je pouvais utiliser la pédagogie Montessori librement, on va dire sans représailles de la part de mon IEN. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Je sais que... allez-y. Non, allez-y, je vous écoute. Donc, je sais qu'à La Réunion, je suis sur l'île de La Réunion et donc je sais qu'il y a des écoles qui utilisent cette pédagogie-là. Et moi, personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai vraiment pas eu connaissance de formation là-dessus. Et donc, j'aimerais savoir si, justement, dans mon école, moi, je peux le faire librement et à La Réunion aussi, s'il y a des formations possibles pour cette méthode de Montessori. D'accord. Alors, c'est vraiment une question très intéressante et je pense que vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, on a une liberté pédagogique en tant qu'enseignant et du moment qu'on respecte les programmes, on peut pas nous reprocher de chercher des outils, de mettre en œuvre des moyens pédagogiques pour aider les enfants. Pour moi, on peut pas. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber sur quelqu'un qui nous le reproche, mais si on agit en fonction un peu de nos valeurs, pour moi, le fait de mettre de nouveaux outils en place pour aider tous les enfants, c'est une super démarche que j'encourage. Donc oui, on a aussi cette liberté pédagogique. Et il y a de plus en plus d'écoles d'enseignants qui se forment et qui mettent en œuvre cette pédagogie dans le public ou dans le privé sous contrat. Donc moi je trouve que c'est possible. Après il y a d'autres petites choses derrière dont j'aimerais qu'on discute. Mais vous êtes dans une école publique ou une école privée sous contrat? Dans une école publique. Publique, d'accord. Parce qu'il y a une toute petite différence quand même entre les deux. Dans le privé sous contrat, le chef d'établissement, donc le directeur, la directrice, ont plus de regard sur ce que l'enseignant fait dans sa classe que dans le public. D'accord. Voilà. Vous, dans le public, votre directeur, en fait, ne va pas se mêler, entre guillemets, de vos choix pédagogiques. Alors que dans le privé sous contrat, on a quand même un petit peu plus de comptes à rendre. Voilà, c'est peut-être un petit peu différent au niveau administratif, mais moi je trouve que qu'on soit dans le privé sous contrat ou dans le public, je trouve intéressant quand même quand on se lance dans cette façon de travailler qui est quand même très différente, d'en parler avec son directeur ou sa directrice. Même si on oublie le côté public ou privé sous contrat. J'ai entendu là récemment le témoignage d'une instit qui s'était lancée un peu toute seule dans son coin
sans en parler à ses collègues, sans en parler aux parents et ni au directeur. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que je vais vous dire pourquoi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage vis-à-vis des collègues. Vis-à-vis des collègues, je trouve ça dommage de ne pas leur en parler parce que c'est quand même, on a besoin de soutien. Ça remet en question quand même pas mal de choses quand on travaille de cette manière-là et avoir le soutien de ses collègues, ben des fois ça peut faire du bien parce que voilà, il y a des jours où ça va pas forcément se passer comme on a envie que ça se passe et que si on est tout seul à essayer de travailler d'une manière différente et qu'on n'a même pas le soutien de nos collègues, ben, ça peut être un peu difficile quand même. Bon, ça veut pas dire que le fait d'en parler, on aura le soutien de tous nos collègues. Voilà, mais en tout cas, on se laisse cette chance-là. Après, vis-à-vis du directeur ou de la directrice, je trouve ça aussi plus honnête d'expliquer en fait où on en est, dire qu'on tâtonne, qu'on a envie de mettre des choses, d'essayer des nouvelles choses dans la classe. Voilà, et voilà, je trouve que c'est plus honnête et voilà, qu'on soit dans le privé sous contrat ou dans le public, voilà, moi je pense que c'est vraiment plus logique, on travaille quand même ensemble dans la même école, donc voilà, je trouve que c'est plus logique de le dire. Et puis par rapport aux parents, voilà, cet institut avait fait le choix de ne pas en parler aux parents en début d'année ni en cours d'année d'ailleurs, pour éviter, peut-être par peur des représailles, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, les représailles. Voilà. Et je pense que je ne veux pas juger cet institut qui avait fait le choix de rien dire, mais moi je pense pas que ça soit la bonne solution. Parce que les parents, on a envie aussi... Pour moi, on n'est pas les seuls éducateurs de l'enfant. L'enfant, il va passer beaucoup de temps en famille, beaucoup de temps à l'école. Et si on met en place cette façon de travailler vraiment différente, ben, on a envie d'avoir le soutien des parents, on a envie que les parents comprennent pourquoi on fait ça. Et puis, les mettre dans le coup. C'est-à-dire, pendant les vacances, on va pas donner des devoirs traditionnels aux enfants. On va plutôt les inciter, leur proposer des choses qui seront différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, on peut pas, pour moi, il y a plus à y gagner en essayant de mettre les parents dans le coup, en leur expliquant pourquoi on fait ça. Et alors forcément, il y en a qui auront peur, mais si on est à leur écoute et qu'on dit « j'entends, ça peut être un peu déstabilisant, vous n'avez pas été habitué à ça ». Mais voilà, moi je me suis formée, ça va pas être facile tous les jours, mais mon but c'est de développer l'autonomie des enfants, de donner du sens aux apprentissages, qu'ils apprennent d'une manière concrète. En fait, s'ils sentent que l'enseignant sait pourquoi il fait les choses, ben peut-être qu'ils auront encore peur, mais on peut les rassurer et on a plus à y gagner en les mettant dans la même équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, oui, je pense bien, oui. Mais justement, par rapport à tout ça, moi, ça fait quand même très très longtemps que j'enseigne, quoi. Et je veux dire que j'arrive, on va dire, presque en bout de course, on va dire, en bout de chaîne. Et justement, j'ai toujours voulu instaurer une pédagogie qui ferait plaisir à l'enfant, parce qu'il me semble quelquefois, justement, par rapport au programme, par rapport à tout ce que l'on a à faire, on est là à vouloir faire entrer dans des apprentissages des élèves qui ne sont pas prêts, et ça m'a toujours un petit peu interpellée, parce qu'on sent très bien, à la fin d'une séance par exemple, on sent très bien que cet élève-là n'était pas prêt, mais vu qu'on a un programme, une progression, et donc alors on va insister, on va presque, je dirais, s'acharner pour que ça entre dans la tête. Et donc il y a beaucoup de moments où dans ma carrière je n'étais pas vraiment contente de moi par rapport à ce fait-là, le fait d'avoir voulu faire entrer de force, on va dire, une notion dans la tête d'un élève. Et le problème, c'est quand on fait ça, et je l'ai fait aussi au début, c'est que l'enfant, déjà la notion, elle sera pas forcément bien acquise,
le risque aussi, c'est que l'enfant n'ait plus envie d'apprendre, parce que apprendre, ça devient tellement difficile, c'est un travail, c'est plus un plaisir, quoi. Et puis l'estime de soi, elle peut aussi en prendre un coup quand l'enfant se rend compte qu'il n'arrive pas à répondre à nos exigences, enfin à nos attentes. Et attentes, exigences. Et du coup, pour moi, voilà, c'est ce que j'ai aussi adoré dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on part vraiment de là où en est l'enfant pour l'emmener le plus loin possible. Mais on part de là où il en est et on va pas lui dire t'es en grande section, tu dois savoir faire ça. Ah bah tu sais pas faire, bah c'est pas grave, on va quand même faire la suite, hein. On va construire la maison sur des fondations pas solides, parce que toi les bases tu les as pas encore, mais on continue, hein. On va mettre les fenêtres, les murs, les portes, alors que tes bases, voilà, le ciment, la base est pas solide. Et ça pour moi vous l'avez très bien ressenti, c'est une grave erreur, parce que c'est ce que j'adore dans cette pédagogie, c'est que on va vraiment prendre l'enfant là où il en est pour l'emmener, pour l'aider à aller le plus loin possible. Mais c'est l'enfant qui nous guide. Ça peut pas être les programmes que des adultes là-haut. Voilà, ils ont rédigé des programmes. Alors oui, c'est bien, ça nous guide. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on est trop attaché au programme, c'est des fois on oublie d'observer l'enfant et de partir de l'enfant parce qu'il y a que les programmes qui comptent, quoi. Voilà, tout à fait, oui. Justement, moi, j'ai intégré depuis 3 ans une classe de CP dédoublée. Mm-hmm. Et justement, par rapport à mes autres classes, à mes autres niveaux d'avant, au tout début de mon année de CP, j'ai vraiment senti ce besoin-là d'aller mais au rythme de l'enfant. Mm. Et justement, donc, c'est ce que je m'efforçais à chaque fois de faire, bien qu'il y ait les programmes, les professions et tout ça, parce que je sentais bien que ce plus jeune enfant-là, il avait besoin de temps. Mm. Et donc, vraiment, surtout au niveau de la lecture, j'aimais bien prendre le temps. Et les méthodes de lecture, justement, imposent quelquefois des rythmes, des fréquences de séance et tout ça qui font que, c'est beaucoup trop, il y a trop de choses pour les enfants. Et donc, moi, j'essayais à chaque fois de diminuer pour que, justement, l'enfant, il ne saute pas d'étape. Oui. Et parce qu'il y a, soit on faisait les séances comme c'était écrit dans les guides de maître, etc. Soit on faisait les séances et il fallait aller vraiment sur les chapeaux de roue, soit on prenait vraiment du temps et moi c'est ce que je faisais à chaque fois, quitte à vraiment prendre plus de temps pour faire apprendre un son. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup plus ressenti avec les élèves de CP, ce désir de prendre le temps. Et c'est ce que je disais aussi aux collègues. Moi, il me semble qu'il faut prendre le temps, et donc, justement, dans ce sens de faire avec l'enfant. Oui. Et là, ce qu'on dit, c'est, on parle des enfants qui ont besoin de plus de temps, mais il faut pas aussi oublier ceux qui en ont besoin de moins, qui sont tellement rapides, qui comprennent très rapidement. Voilà, et ces enfants-là, on les sacrifie aussi. Alors, souvent, ils sont moins nombreux dans les classes. On va plus s'attarder. Voilà. Souvent, ça arrive d'avoir plus d'enfants qui ont besoin de prendre le temps. Mais les enfants qui comprennent très, très vite et qui n'ont pas besoin de répétition parce qu'en 2 fois, hop, c'est compris. Pour ces enfants, c'est très difficile. Et je trouve que, je sais pas si ça vient de l'ère du temps. Je sais pas si c'était comme ça il y a 30 ans ou pas, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus on accueille d'enfants différents. Peut-être parce qu'ils vivent des choses complètement différentes dans leur famille. Voilà, certains vont sortir dans la nature, d'autres pas du tout. Certains vont avoir la chance de faire des jeux de société tous les week-ends, d'autres pas du tout. Et les enfants sont tellement différents que j'ai l'impression que ça paraît évident qu'on ne peut plus tous leur proposer la même chose au même moment. Voilà, oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'interpelle justement de plus en plus, c'est que en fin de compte, quand on dit on a un niveau de CP, on n'a pas un niveau de CP. Là, moi, au CP, j'ai des élèves qui ont un niveau, quand même niveau début CP, mi-CP. Il y en a qui ont presque le niveau de CE1 en lecture aussi. Et donc, j'ai vraiment un panel d'enfants qui, et c'est pour ça justement que j'aimerais voir un petit peu. Bon, j'essaie de mettre en place des choses. Mais je veux dire vraiment des choses vraiment
spécifiques pour chaque niveau d'élèves dans une seule classe. Ouais. Et quand j'avais pris le temps de prendre un petit peu des notes pour être sûre de rien oublier par rapport à votre question. Donc là, je vous ai parlé du premier point, donc c'est le soutien et le fait d'en parler aux collègues, aux parents, aux directeurs et tout ça. Et la deuxième chose que je m'étais marquée là pour pas oublier, c'était le fait de se former aussi. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses en lisant des livres, en regardant 2-3 vidéos. Mais je pense que si on est vraiment formé, ça permet d'avoir ce recul qui me paraît indispensable. Parce que c'est tellement un changement de posture, un changement d'habitude au niveau professionnel, c'est vraiment tout déconstruire pour tout reconstruire. Et en fait, on peut pas tout mettre en place d'un coup. Ça, c'est sûr. Ça, c'est comme gravir la montagne. On peut pas arriver tout en haut de la montagne alors qu'on est encore tout en bas. Mais je trouve que d'avoir une vue d'ensemble, enfin, de savoir, de savoir à quoi ressemblera notre classe dans 2 ans, dans 3 ans, savoir vers quelle organisation on aimerait tendre dans les années à venir. En fait, ça me paraît indispensable. Parce que j'aime bien la métaphore du puzzle. C'est comme un enfant quand il va construire un puzzle de 50 pièces, mettons, il va peut-être en mettre 10 aujourd'hui, 10 le lendemain, et puis continuer la suite le surlendemain. Il va peut-être pas faire son puzzle d'un seul coup. Mais par contre, avant de se lancer, il va avoir l'image sur la boîte, il va savoir, il sait quel puzzle il est en train de réaliser, il sait à quoi ça va ressembler au final. Oui. Et j'aime bien cette métaphore avec la formation, parce que si on se forme et qu'on commence à prendre conscience de tout ce que ça implique, donc c'est-à-dire, le changement de posture et comment utiliser le matériel, c'est vraiment les 2 grands points. On pourra pas tout réussir du premier coup. On aura forcément des anciennes habitudes qui seront encore là. On pourra pas maîtriser toute la présentation du matériel d'un seul coup. Et puis les enfants, voilà, quand on a des CP par exemple, on peut pas oublier ce qu'ils ont vécu les 3 années précédentes. Donc l'autonomie, on va pas leur demander d'être autonome là comme ça en une semaine parce qu'on a décidé de travailler en Montessori. Donc on va dire que la transformation personnelle que ça implique, plus le changement que ça demande aux enfants, ça prend du temps. Mais voilà, ça prend du temps, c'est important de l'avoir en tête, mais le fait de savoir où on va et savoir à quoi ressemblera notre classe dans 2 ans ou dans 3 ans, pour moi c'est quand même aussi important. Puis si on sait où on va, les parents après, on se sent quand même plus confiant. Donc les parents nous font plus confiance, nos collègues nous font plus confiance, le directeur, la directrice. Et donc du coup voilà, ça c'est vraiment les 2. Pour répondre à votre question, c'était vraiment les 2 choses qui me paraissaient indispensables. Et vous aviez mis aussi dans le mail, est-ce que je peux le faire librement sans conséquence de mon inspectrice ? Et du coup, je trouve que d'être capable d'expliquer nos choix pédagogiques, de dire aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai commencé à travailler de cette manière, j'en suis là, mais mon objectif c'est que dans quelques mois d'arriver là. Et on a plus de crédibilité. D'accord. Voilà. Et il y a des... Oui. Oui, justement par rapport à cela, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de tous les écrits et les documents qui sont en référence avec les CP, les doublés, là, justement avec la volonté des 100% de réussite. Alors, on a certaines petites contraintes, je dirais, qui nous demandent, par exemple, de faire des problèmes tous les jours, de faire de la dictée tous les jours, de faire des choses comme ça, on va dire tous les jours. Et donc, est-ce que justement, avec la pédagogie de Montessori, ça va de pair avec ces recommandations? Alors, je vais dire que dans une vraie école Montessori hors contrat, on n'imposerait pas à un enfant de faire un problème par jour, une dictée par jour, on le ferait pas. Donc là, non, ça va pas. Voilà. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a des contraintes dans l'éducation nationale et que on doit répondre quand même à ces exigences-là, à ces contraintes-là, mais ça ne nous empêche pas de mettre quand même plein d'autres choses en place. Peut-être qu'au départ, vous allez quand même, vous dire, je dois faire un problème par jour, une dictée par jour, je le fais.
mais on va dire, j'en sais rien, ça prend 1 heure, et que sur les 5 heures restantes, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir faire autrement. Et c'est pour ça que le fait d'y aller progressivement aussi, c'est important. Parce que on peut pas demander aux enfants d'être autonomes d'un seul coup, donc on va pas, par exemple, vous savez, dans la pédagogie Montessori, on n'interrompt pas l'enfant avec une récréation le matin, et on va le laisser se concentrer toute la matinée, on va dire de 9h à 11h30. C'est à peu près ces horaires-là, ou 8h30, 11h30. Mais ça, on va pas réussir à l'obtenir du premier coup. Au début, on va se dire « Ah bah mince, j'ai un quart d'heure de retard, je suis sortie en récréation un quart d'heure plus tard que d'habitude. » Bah oui, et puis 1 semaine ou 15 jours après, ça va être « Oh bah mince, c'était il y a une demi-heure, ça fait une demi-heure qu'on aurait dû sortir en récré. Bon bah allez hop, on sort maintenant. » Et puis au bout de 3 mois, ça se trouve, il sera 11h et vous aurez toujours pas ressenti le besoin de sortir en récréation. Et du coup, ça va se décaler progressivement. Voilà. Si au départ, vous voulez respecter les exigences de la dictée quotidienne et du problème quotidien, bah, c'est pas gênant, vous pouvez le faire. Et après, vous verrez bien comment ça évolue. Mais j'ai des enseignants là que j'ai formés il y a 15 jours qui m'ont demandé par exemple par rapport au programme. Parce que dans les programmes, on demande aux enfants de savoir taper des mots en syllabes en maternelle. Donc mouton, 2 syllabes, crocodile, 3 syllabes. Et en fait, dans la pédagogie Montessori, on ne travaille pas par syllabes, mais par son. Donc on va pas faire attention à mouton 2 syllabes, mais plutôt mouton, ou t, on. Voilà. Et on va être sur les sons. Les sons qu'on entend au début, puis à la fin, puis les sons contenus dans le mot. Et du coup, on ne travaille pas du tout sur la syllabe. Et ça, en plus, c'est prouvé scientifiquement. Hein. Stanislas Dehaene prouve que pour apprendre à lire, voilà, c'est vraiment entendre les sons dans les mots. Et voilà. Bon. Et du coup, dans les programmes, il y a toujours écrit, il y a toujours la case, taper les mots, compter combien il y a de syllabes dans un mot, repérer une syllabe en début, en fin de mot. Et du coup, l'enseignante, une des enseignantes qui était à ma formation, m'a dit, mais alors concrètement, je fais comment? Alors, ça reste personnel. Hein. Après, voilà, les auditeurs, vous ferez comme vous avez envie, et comment vous le sentez surtout. Mais moi, si j'étais en classe demain, et que j'avais des maternelles, cette ligne-là, je ne la remplirais pas. Et j'expliquerai aux parents. Alors, il y a 2 solutions. Soit je mets acquis à tout le monde et puis je l'ai pas du tout travaillé, mais pour être tranquille, je mets acquis à tout le monde et voilà. Hein, et puis, mais comme on sait maintenant que c'est prouvé que ça n'aide pas les enfants, voilà, soit je fais ça et je suis tranquille, mais j'aurais un peu l'impression de pas être honnête. Donc moi, je préférerais être honnête et je laisserai cette ligne dans les programmes pas remplis. Voilà. Et si après les parents, j'expliquerai aux parents, à mes collègues, pourquoi je n'ai pas rempli cette ligne. Parce que voilà, ok, c'est toujours dans les programmes, taper un mot en syllabe, sauf qu'on sait que concrètement, ça n'aide pas les enfants à apprendre à lire et peut-être même pire, ça les freine. Donc voilà, vous voyez, pour l'histoire de la dictée du programme, du problème quotidien, je continuerai de le faire parce que ça m'empêche pas de travailler autrement le reste du temps. Mais par contre, sur quelque chose comme les syllabes et les sons, là, si ça va à l'encontre de pas de mes croyances, parce que c'est prouvé scientifiquement, bah là, par contre, je le ferai pas. Voilà. Mais après, c'est à chacun de faire pour moi, ce qui est important, c'est de se sentir en accord avec nos principes, nos valeurs. Voilà. Et être capable. C'est pour ça que la formation est aussi importante, parce qu'après, on est capable d'expliquer nos choix pédagogiques, pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Voilà. Et sur le site Public Montessori, c'est une association qui aide les enseignants à travailler en Montessori. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette association. Vous en avez déjà entendu parler, non? Vous pourrez regarder, ça s'appelle Public Montessori. Et il y a un document qui est libre d'accès. Donc ils ont en fait essayé sur ce document de mettre en parallèle les programmes du cycle 1 avec le matériel de la pédagogie Montessori. Donc voilà, en gros, cette compétence, on la travaille avec tel matériel. Voilà, ça a été fait pour le cycle 1. J'ai encore jamais vu de document comme celui-là pour le cycle 2, mais il faudrait que je creuse parce que je me dis il y a forcément des enseignants qui l'ont fait. Après, est-ce qu'ils l'ont partagé, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois qu'on s'est formé et qu'on connaît vraiment cette pédagogie, on peut très bien faire le parallèle entre les programmes, donc ce qu'on nous demande, et le matériel, à quelles compétences il va répondre. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport au matériel de la pédagogie Montessori,
Je veux dire, est-ce que c'est un matériel par cycle ou bien c'est le même sur différents cycles? Alors, je vais prendre l'exemple des mathématiques. En fait, dans les écoles Montessori, quand on travaille en Montessori, le multi-âge, c'est quelque chose de très important. C'est difficile de travailler en Montessori avec un seul niveau de classe. Je dis pas que c'est impossible, mais il manque quelque chose. C'est comme s'il manquait une pièce du puzzle, en fait. Une ou voire plusieurs, mais bon, voilà. En tout cas, le multi-âge est vraiment une pièce importante du puzzle. Mais par exemple, en mathématiques, on va travailler sur les nombres de 1 à 10 pour commencer. Il va y avoir plusieurs matériels et en fait, chaque matériel va avoir une difficulté supplémentaire au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est important de le présenter aux enfants dans l'ordre. Parce qu'on va commencer avec les barres rouges et bleues, avec les chiffres rugueux en parallèle. Après, on va associer les chiffres rugueux et les barres rouges et bleues. Et en fait, à chaque fois qu'on va présenter un nouveau matériel à l'enfant, il y aura juste une nouvelle difficulté. Donc après les nombres de 1 à 10, hop, on va passer au système décimal. Il y a plein de matériel. Mais du coup, on réfléchit plus j'ai des enfants de moyenne section, ils doivent savoir faire ça à la fin de l'année. C'est vraiment l'enfant, de quoi il est capable là maintenant. Alors ok, on l'observe, et l'observation c'est hyper important. Et ah oui, donc je vois qu'il s'intéresse à ça il connaît. Bon bah je vais pouvoir lui présenter tel matériel. Oh puis je vois qu'avec un autre enfant, ils ont fait ça ensemble d'eux-mêmes. Et voilà, et en fait on va pouvoir avancer au fur et à mesure avec l'enfant en lui présentant du nouveau matériel. Voilà. D'accord. Voilà. Et je vois, oui. et ce que je vous ai pas demandé, c'est vous, où en êtes-vous dans votre connaissance de la pédagogie Montessori? Alors, j'essaie de regarder un petit peu, justement, dès mon arrivée au CP, j'ai essayé justement par rapport à une méthode de lecture particulière. J'avais besoin justement de mettre en place des petits ateliers pour que les élèves soient en autonomie et que moi je puisse être en lecture avec des groupes d'élèves. Et donc j'avais regardé un petit peu plusieurs petites choses. Et comme vous savez, nous on est à La Réunion. Je vois que moi je ne recherchais pas de matériel Montessori avant. Et donc pour moi, je veux dire, il n'y en avait pas. Alors que je vois maintenant dans certaines librairies, il y a pas mal de matériel Montessori. Bien sûr, ils sont vraiment très chers, mais je veux dire, moi, ce qui m'a arrêté, c'est que je ne connaissais pas ce matériel-là, et donc je voulais pas m'engager dans l'achat et l'utilisation parce que je ne connaissais pas. Mais maintenant, je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont vendues ici à La Réunion, mais bon, toujours est-il, il faut savoir l'utiliser dans les bonnes conditions et au bon moment. Oui. Et donc, moi, j'ai juste regardé, on va dire, par curiosité. Et donc, je suis allée vers autre chose qui me permettait de travailler certaines notions et que je mettais à la disposition des élèves en atelier en autonomie. Mais je veux dire, j'avais déjà entendu parler et je suis sûre qu'il y a certaines écoles qui utilisent cette pédagogie Montessori à La Réunion et sans plus quoi, un peu par curiosité par rapport au nouveau niveau de CP que j'avais. D'accord. Voilà, mais justement, je voulais savoir un petit peu. À chaque fois que je regardais, j'essayais de comprendre. J'avais regardé aussi des petites vidéos sur justement l'utilisation de certains matériels particuliers. Donc, je vous avoue que ça m'est resté dans le coin de la tête. Oui. Et à chaque fois, quand je tombe sur soit une vidéo, soit un matériel particulier, Montessori, ou bien quelqu'un qui l'utilise, ça m'interpelle. Et donc, c'est quand même une pédagogie qui m'interpelle. Et moi, justement, voulant travailler autrement et ayant travaillé là pendant 3 ans avec mes petits ateliers, je trouve que je pêche quand même par rapport aux besoins de chacun. Oui. Oui, voilà. Vous êtes à la recherche d'une solution, d'une autre façon de faire pour pouvoir répondre aux besoins de chaque enfant. Parce que je ne suis pas vraiment 100% satisfaite. Oui. À chaque fois du travail, quoi. Je trouve que il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, on va dire.
voilà, je me sens pas vraiment, on va dire bien. Je me sens bien, mais je veux dire, je trouve qu'il manque quelque chose. Et là, cette année, ayant changé de méthode de lecture, j'étais perdue et je n'étais pas vraiment satisfaite de mon travail, de ce que j'apportais aux élèves et du climat de classe également. C'est ça qui me dérangeait, c'est le climat de classe. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le matériel, qui maintenant, même à La Réunion, on en trouve, enfin c'est chouette, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette pédagogie, souvent, le risque, c'est de se focaliser trop sur le matériel. Alors, moi je dis souvent, il vaut mieux une classe avec très très peu de matériel Montessori, mais un enseignant qui a travaillé sur sa posture, qui a l'image globale du Pulse, comme il devrait, enfin du Pulse dans 3 ans, même s'il n'a pas tout le matériel, plutôt qu'un enseignant qui se serait précipité sur ce matériel, qui aurait tout le matériel dans sa classe, mais qui n'aurait pas travaillé sur lui et sur sa posture, sur toute la philosophie, parce que c'est plus une philosophie qu'une pédagogie. Et donc c'est sûr que le matériel, il fait envie, il est beau, il est concret, et ça peut être un peu un risque des fois de se précipiter dessus. Mais voilà, pour moi, c'est faire les choses à l'envers si on se précipite sur le matériel en premier. Il faut déjà commencer par comprendre en fait tous les travaux de Maria Montessori, qui d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les comparer aux neurosciences, puisque les neurosciences aujourd'hui confirment tout ce qu'elle a, tous ces travaux de l'époque. Donc c'est pour moi, c'est vraiment important de commencer par la posture, comprendre les périodes sensibles, les plans de développement, le multi-âge, avant d'être dans la manipulation du matériel. D'accord. C'est pour ça justement que je n'ai jamais vraiment acheté, et je n'ai pas, parce que je sentais bien qu'il y avait autre chose là-dessous, qu'il me fallait acquérir autre chose avant d'utiliser ce matériel, parce que je voyais que c'était comme vous dites, du beau matériel, mais je veux dire, moi aussi de mon côté, je voulais pas avoir le matériel pour utiliser le matériel sans vraiment savoir ce qu'il y avait en dessous. Voilà. Vous avez bien fait. Voilà. Bon. C'est pour ça justement que ayant vu ce que vous disiez sur les sites et tout ça, je me dis peut-être qu'il y aurait une occasion pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà de tout ça, et pour pouvoir apporter, je veux dire, quelque chose en plus au sein de la classe, et travailler non plus pour un programme. Moi, c'est ce que je n'aime pas, c'est ce que je n'apprécie pas, travailler pour un programme, et c'est ce que je trouve désolant, moi, au niveau de l'éducation nationale, c'est que on a un programme, il faut qu'on soit là, et moi, de mon côté, par exemple, on se parle entre collègues, quand on voit que le collègue ou la collègue est déjà à telle notion et qu'on n'est pas, on se sent un peu frustré, donc on essaie d'aller il faut y aller un petit peu plus vite et tout, et donc alors que moi, comme je vous ai dit, j'aime bien suivre le rythme, prendre le rythme de l'enfant et attendre un petit peu et tout, et donc après on se dit oh là là, on est au mois de mars, on n'est pas à cet endroit où il faut, et donc vous voyez, donc tout ça fait que ça me dérange. Oui. J'espère. Moi, il me semblait avoir été dans le vrai de suivre le rythme des enfants. C'est sûr que on en a de ceux qui avancent plus vite et de ceux qui avancent moins vite, mais justement ceux qui avancent plus vite, j'arrivais un petit peu à les gérer plus ou moins, et c'était ceux qui avancent moins vite. Moi, je sentais que les pauvres, on les tirait, et donc après ils étaient obligés de suivre malgré eux, même si ils ne suivaient pas, quoi. Voilà. Non, mais pour moi, vous êtes dans le vrai quand vous dites vouloir respecter le rythme de chaque enfant et aider chaque enfant. Pour moi, vous êtes dans le vrai. J'espère, Evelyne, que j'ai répondu à votre question, si on peut. Et merci en tout cas d'avoir été la première pour ce nouveau format là, pour le podcast. Merci, et je vous dis bonne continuation. De rien. Merci à vous. Après l'enregistrement, j'ai continué d'échanger un petit peu avec Evelyne, et elle m'a reposé une autre question que j'aimerais vous partager. Sa question, c'était si je commence à mettre en place des choses dans ma classe, si je commence à travailler un petit peu en Montessori, est-ce que je peux prononcer le mot Montessori ou pas? Donc
ce que je lui ai répondu, c'est tout dépend de la personne à qui on s'adresse, la personne qui est en face. Que ce soit notre collègue, notre directeur, enfin peu importe, mais voilà, en fonction de la personne, les résultats, ça peut être différent. Voilà, une personne qui pense connaître cette pédagogie et qui a des fausses croyances, une personne qui s'imagine par exemple que Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent. Alors que les enfants font pas ce qu'ils veulent ce qu'ils font. Mais imaginons que cette personne ait cette croyance, dans ce cas de figure-là, vaut mieux ne pas prononcer le mot Montessori. Mais si on tombe sur une personne qui connaît déjà un petit peu, qui a une bonne connaissance, là on peut prononcer évidemment le nom Montessori, parce que je trouve que c'est important de lui rendre aussi de la citer et de ne pas s'approprier son travail, ou en tout cas de la citer. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de tester un peu la température pour voir ce que la personne en face de vous connaît ou pas, savoir si elle a des fausses croyances. Et dans le doute, si vous ne savez pas trop sur quel pied danser, et dans le doute, je peux vous conseiller de ne pas prononcer le nom Montessori, mais par contre de dire ce qui compte pour vous dans votre classe. Par exemple, moi je veux vraiment travailler sur l'autonomie, sur la coopération, sur et de citer les choses qui sont importantes pour vous, ces nouvelles choses sur lesquelles vous voulez plus vous appuyer. Donc voilà, tout dépend en fait de la personne qu'on a en face, mais voilà, j'ai trouvé la question d'Evelyne intéressante et je voulais la rajouter pour que vous puissiez entendre ma réponse. Donc pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de cliquer sur les étoiles si vous écoutez avec Apple Podcast, de le partager et voilà. Et si vous avez envie si vous avez envie que je réponde à une de vos questions, envoyez-moi la par mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à vendredi prochain.